Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Perrin, présentent Charles de Gaulle, l'angoisse et la grandeur, d'Arnaud Tessier, lu par François Cottrell. Avant-propos, De Gaulle ou l'angoisse vaincue. La vie de Charles de Gaulle est comme un fil tendu qui nous relie au XIXe siècle finissant, nous fait comprendre les plus proches tragédies du XXe siècle et ouvre sur celles que la modernité nous réserve. Dans une discrète allusion à son enfance, l'auteur des Mémoires de guerre évoque la fierté anxieuse envers la France dans laquelle il a grandi et qu'il partageait avec ses frères et sœurs. Le cours de l'histoire a transformé cette fierté et cette anxiété en angoisse. Une angoisse personnelle qui fut transcendée par une grande angoisse collective. Ce que l'homme du 18 juin a accompli en 50 années, depuis la fin de la Grande Guerre jusqu'au référendum d'avril 1969, a été dicté par cet impératif, vaincre l'angoisse. L'angoisse devant la guerre extérieure, guerre civile, l'angoisse devant les divisions, la décomposition du corps social, l'angoisse devant l'avenir, les incertitudes de la science, l'aliénation par la technologie. À cela, il voulait répondre par l'élan. C'est tout le sens qu'il faut donner au mot grandeur tel qu'il en usa si souvent. Ce n'était pas, comme beaucoup le croient, l'exaltation emphatique d'une puissance française à jamais révolue, mais l'expression d'une ambition, une invitation au dépassement, un appel vers les hauteurs. Lorsqu'il quitte le pouvoir en 1969, De Gaulle est à nouveau habité par l'angoisse, mais aussi par le désir obsessionnel de la vaincre. C'est tout le sens du référendum d'avril 1969, complètement incompris à l'époque. Bref, ce qui est en cause, c'est la condition de l'homme. C'est pourquoi l'invocation permanente, souvent ingrate, approximative ou désordonnée, de cet homme d'État situé au-delà de toute norme, n'est pas seulement le fruit de la facilité ou de la bonne conscience. Elle tient à quelque chose de plus profond et non de même nature que la fascination, empreinte de romanesque guerrier, suscitée par Napoléon Bonaparte, ou celle nourrie par 1000 ambiguïtés littéraires qui s'attachent à l'immense constructeur de l'État que fut Richelieu. Les historiens haïssent la légende, c'est leur métier de la pourchasser. Mais la légende ne hait pas l'histoire, elle la prend comme tremplin et s'envole dans le ciel. Ce propos du père Raymond Léopold de Brugberger, dans sa lettre sur le cinéma et le trésor mystique de l'Église, s'accorde à la perfection avec le destin de Charles de Gaulle. Chez lui, malgré bien des malentendus et même bien des haines, la légende semble l'emporter toujours. Et ce n'est pas qu'une question de nostalgie. Il est deux traits propres à l'aventure gaullienne qui expliquent au moins en partie cette dimension singulière du personnage et la littérature considérable qui lui est consacrée. Comme le Richelieu peint par Philippe de Champaigne, il faut observer de Gaulle de biais, ou en faisant un pas de côté, afin de percevoir la réalité de l'homme derrière le drapé du personnage. Le premier tient à son caractère littéralement déraisonnable, qui est source même de légende. L'acte fondateur du 17 juin 1940, lorsque De Gaulle a bientôt 50 ans, rompant avec l'ordre, ou plutôt le désordre établi, s'envole pour Londres afin de poursuivre la guerre dans une solitude presque totale, semble un défi lancé à la raison la plus élémentaire. C'est un acte de déraison, et peut-être pour cela un acte de génie. Ce n'est pas un gouvernement en exil, la partie semble jouer alors, et il en est bien peu pour penser que la confrontation entre la démocratie britannique et le totalitarisme nazi pourra ouvrir sur autre chose qu'un compromis provisoire et mal taillé. L'armée française livrée à la défaite la veille même, et sans rémission par le discours du maréchal Pétain, les réfugiés jetés sur les routes, l'élite politique et administrative plongée dans le désarroi ou l'abandon, tout semble signer l'effacement durable de la France.
Le second trait remarquable renvoie à l'inscription particulière de Charles de Gaulle dans le temps. Le temps, chez de Gaulle, n'a pas la même épaisseur que pour le commun des mortels. Il est, nous le verrons, bergsonien, et contient dans l'espace d'une durée insaisissable le trait continu du passé, du présent et de l'avenir. Cette vie assez longue, près de 80 ans, fut une course de fond. On dit que lorsque le célèbre horloger Fred Lipp lui offrit un jour le premier exemplaire de sa montre électronique R27, le général le remercia en ces termes : « À monsieur Fred Lipp, grâce à qui je mesure les heures qui me sont comptées. » C'était plus qu'une boutade. Son temps avait toujours été compté, et il le savait, au point d'ailleurs qu'il mourut à presque 80 ans d'un anévrisme qui aurait pu l'emporter à tout instant. Le temps et la déraison se tiennent. Cette histoire, inscrite dans un cycle de tragédies, est bien tout entière celle d'une forme de déraison, d'un refus de l'ordre naturel des choses, d'un rejet des vicissitudes présentes, d'une volonté de ne jamais se résigner parce que rien n'est jamais joué, et que de toute manière, même si ça l'était, il faudrait faire comme si. Parce que l'action de quelques hommes peut changer le cours de l'histoire, et que la résignation est, plus qu'une sottise, un péché contre l'esprit. L'engagement en politique de Charles de Gaulle est, pour reprendre l'image de Pierre Legendre sur l'État à la française, de l'ordre de la foi catholique. Pourquoi l'apparente déraison ? Parce que, comme le disait l'industriel et intellectuel allemand Walter Rathenau, l'un des esprits les plus brillants de sa génération, qui devait tomber le 24 juin 1922 sous les balles de l'organisation ultranationaliste Consul, le monde est fou. Dans un étrange ouvrage qu'il publia au lendemain de la Grande Guerre, et qui parut en français en 1921 sous le titre « La triple révolution », il appelait l'Allemagne à délaisser à la fois la révolution de la rancune et la révolution du bien-être pour accomplir la seule qui vaille, la révolution de la responsabilité, de la dignité humaine, du caractère et de l'esprit. Horrifié par l'immense boucherie des tranchées, convaincu que le pangermanisme avait égaré son pays, ce financier, qui, espèce rare, était aussi un moraliste, mais du genre optimiste, prophétisait une sorte de long purgatoire d'où viendrait un jour la régénération. Il viendra une époque où l'on parlera avec mépris du délire tendant à faire mécaniquement le bonheur du peuple, où l'on sourira de la surévaluation de la vie matérielle, où l'on nous vantera les bienfaits d'une existence modeste et paisible, où l'on songera avec épouvante aux expériences sauvages, inutiles et dévastatrices, aux chefs momentanés impubères, aux espérances utopiques. Nous y sommes. Ce monde-là, celui des expériences sauvages, inutiles et dévastatrices, et des chefs momentanés impubères, est le nôtre. De Gaulle le voyait venir depuis sa jeunesse, depuis qu'il avait lu L'Argent de Charles Péguy, depuis qu'il avait connu la guerre et vu un empire, le Reich édifié par Bismarck, s'effondrer comme château de cartes. Il pensait que la guerre ne résumait pas tout, et qu'une forme de barbarie surviendrait sous les couleurs de la civilisation. Écrire la vie de Charles de Gaulle, ce n'est donc pas seulement retracer un destin, si exceptionnel soit-il. C'est accepter de relire en parallèle, pour tenter de le comprendre, le chemin parcouru par notre civilisation démocratique. Avec une ligne de force qu'il a donnée lui-même à Bayeux le 16 juin 1946, toute notre histoire, c'est l'alternance des immenses douleurs d'un peuple dispersé et des fécondes grandeurs d'une nation libre, groupée sous l'égide d'un État fort. Le mot « État » n'est pas jeté ici au hasard. Il est au cœur de la vision gaullienne. Il est, au sens étymologique même, ce qui tient debout et fait tenir la société. Il répond littéralement de la France. C'est la première fois que le général formule aussi clairement sa doctrine, ou du moins le principe directeur de son action politique. François Mauriac l'a très bien résumé plus tard. Depuis 1940, l'inquiétude sur le destin français a fait de ce soldat, très étrangement, un esprit obsédé par le problème constitutionnel. Dès lors, nulle place n'est possible pour le pragmatisme systémique, tel qu'on l'entend généralement,
en ce domaine. Il y aura des faits auxquels De Gaulle refusera toujours de s'adapter. Mais il considère le réel comme une contrainte, non comme une fatalité. Il croit toujours à la possibilité de l'orienter. Son collaborateur Étienne Burin-Desrosiers le soulignera, pour lui, la France demeure elle-même au long du temps. Et lorsque les Français oublient la France, c'est à l'État de les tenir en éveil. Cette idée n'est pas arrivée toute faite dans son cerveau. Elle vient de sa culture historique. Elle imprègne sa pensée dès le premier de ses livres, La discorde chez l'ennemi, puis tous ceux qui suivent, Le fil de l'épée, Vers l'armée de métier, La France et son armée, et enfin le flot puissant et sans limite de ses innombrables discours de guerre. Qu'on nous comprenne bien, il ne s'agit pas ici de reconstituer a posteriori des dessins et des cohérences qui n'auraient existé que dans l'imagination de l'auteur. Nous verrons que la mystique gaullienne est à l'œuvre réellement, dès les premiers jours, et qu'elle est présente jusqu'au dernier, bien qu'elle se soit incarnée à la fin des fins, dans une politique. D'où cette idée de l'éternel retour des choses, de ces trois temps définis par De Gaulle lui-même, la guerre, l'unité, la grandeur, qui ponctuent dans leur formulation ternaire, mais avec des figures changeantes. Il est bien des formes de guerre, et il est bien des formes de grandeur, mais l'unité, elle, ne se négocie pas, l'histoire de la France à travers les âges.